Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat comment les récits peuvent-ils éveiller nos imaginaires et transformer le monde. Est-ce que vos imaginaires ont été éveillés par Nausicaa? Ouais. Très bien. Bon, alors les récits, c'est quand même assez large. Alors attendez, hop, je vais bloquer ce masque une bonne fois pour toutes. Les récits, c'est quand même assez large. Là, on a eu un exemple de récit qui était un récit fictionnel audiovisuel. Mais autour de cette table, nous avons aussi des représentants d'autres types de récits. Donc les récits, par exemple, de littérature, de science-fiction. Mais on a aussi des récits les récits journalistiques sont des récits également. Les récits politiques, la publicité sont des récits. Voilà, donc on va parler de tous ces récits-là aujourd'hui, même si nous prenons comme base Nausicaa, qui est un film, une fiction. Comme représentante justement de l'audiovisuel, Valérie Zoido, qui est du coup autrice-réalisatrice et aussi storytelleuse des changements individuels et collectifs. Et elle travaille avec le festival Atmosphère et l'ADEME sur justement un programme d'accompagnement aux scénaristes pour produire des nouveaux récits. On va revenir sur cette notion de nouveaux récits qui fera peut-être débat justement. À côté de Valérie, Laurent, qui est formateur, conférencier et journaliste, et notamment conférencier en histoire globale. Il nous expliquera peut-être ce que c'est que cette histoire globale. Une autre façon de raconter justement l'histoire. Raphaël Granet de Cassagnac, lui, est à la fois scientifique, donc chercheur en physique des particules, et écrivain de science-fiction. Et Abdallah, lui, du coup, est déjà très engagé à son âge dans des projets à impact, et justement a fait un TEDx pour raconter pour inspirer les autres jeunes à aussi s'engager. Donc, il a produit un récit également. Voilà. Et de mon côté, on referme la présentation sur les films aussi, puisque à travers mon entreprise sociale Pixétique et notre société de production de nouveaux récits Calista Film, on encourage en fait les scénaristes et la production en général à créer des nouveaux récits qui introduisent des solutions, soit via du placement de produits à impact positif, soit à travers des formations en nouveaux récits. Voilà, et je propose parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je propose de plonger directement dans ce débat, en commençant par la question primordiale, qui est « Pourquoi avons-nous besoin de récits ?» Et peut-être Valérie, tu veux nous éclairer sur cette première question. Pourquoi créons-nous des récits en tant qu'êtres humains ? Merci de me donner cette lourde tâche de commencer, en plus masqué, quoi. Là, je pense que, vu la dégaine qu'on a, on est au cœur d'un nouveau récit. Pas super utopique, mais bon, en tout cas, on est déjà dans une nouvelle histoire collective. Pourquoi on a besoin de récits ? Je pense que c'est ce qu'on se disait quand on s'est eu au téléphone. Le récit est inhérent, je pense, à l'humanité. Faire récit, c'est faire humanité. On se met ensemble d'accord sur un contrat social, et c'est un contrat social qui se renouvelle au fur et à mesure qu'on avance. Pour moi, le capitalisme est un récit, l'argent est un récit, le couple est un récit. Voilà, moi, sans pour autant, enfin, tout en restant dans un discours laïque, mais n'empêche que dans la Bible, on dit au début était le Verbe. C'est pas anodin. Le Verbe est constitutif, je pense, voilà, du réel et de la manière dont on va construire le réel. Et donc voilà, et pourquoi les nouveaux récits ? Parce que, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que nos pensées créent la réalité, et que du coup, on a la possibilité de façonner le réel avec nos pensées et avec la manière dont on a de le raconter. Et après, on a le choix de société, c'est-à-dire est-ce qu'on raconte le verre à moitié plein ou est-ce qu'on raconte le verre à moitié vide. Donc voilà, et donc le récit a une vraie puissance et un vrai impact sociétal. Raphaël, tu voulais intervenir ? Non, pas forcément. Je n'ai pas compris ainsi. Mais par contre, je peux demander à Laurent, justement, tu me disais que aujourd'hui on est dans le récit dominant de la société de consommation, récit qui du coup avait mieux performé que d'autres types de récits.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, on peut reprendre les termes de Valérie, qui sont le récit du capitalisme. On vit depuis plusieurs décennies dans le grand récit du capitalisme. Il y a eu deux grandes étapes, je dirais, de prise de pouvoir de ce récit, sans plus réfléchir. Mais depuis la crise des années 1930, la crise de 1929, on a décidé de relancer l'économie par la consommation massive. La Seconde Guerre a aidé justement à construire cet appareil de consommation aux États-Unis. Et après, il y a eu ce qu'on appelait le modèle américain, celui des 30 Glorieuses, qui s'est répandu à la surface de la planète avec la croissance. C'est très important, la croissance, parce qu'en fait, il y avait eu d'autres grands récits avant, ceux des religions, par exemple. Mais les religions, elles promettaient le bonheur dans l'au-delà pour peu que vous vous teniez tranquille ici-bas. Et en fait, le capitalisme a défini le bonheur comme pouvoir consommer et il l'accomplit ici et maintenant sur Terre. Et ça, c'est très important parce que nous vivons encore sous ce récit, puisque nous étions quelques centaines de millions à en bénéficier il y a 50 ans. C'était ce qu'on appelait les classes moyennes. On les appelle toujours classes moyennes, sauf qu'aujourd'hui, les classes moyennes, c'est 2 à 3 milliards de personnes sur Terre. Et la consommation chinoise, la consommation indienne est en train d'accélérer la combustion que nous faisons des ressources de la planète. Donc, c'est ce grand récit-là, et on ne peut pas le vider par d'autres récits aujourd'hui, parce qu'on n'a pas trouvé aussi concurrentiel que cette religion qui accomplit ses promesses. À partir du moment où nous croyons que consommer, c'est le bonheur, il y a des milliards de gens qui rêvent de consommer, ça fait une force extraordinaire. Il faut trouver un contre-récit. Oui, et justement, tu évoquais le rêve américain qui a été, je pense, les Américains qui ont su bien utiliser le soft power d'Hollywood. Il n'y a pas eu que ça. Mais en tout cas, le récit, pendant la guerre froide, le récit concurrent, c'était celui de l'Union soviétique, le récit du communisme et du partage. On sait ce qu'il en est advenu. Il y a plus grand monde qui en rêve, à tort ou à raison. Je ne juge absolument pas. Je raconte une histoire, d'ailleurs. Et il y a un autre récit qui s'est superposé aussi, c'est le récit du capitalisme dérégulé, c'est-à-dire qu'à partir du moment à partir des années 1970, quand il y a eu une épargne montante tellement colossale dans les fonds de pension, dans les pétrodollars, de l'argent tellement disponible qu'il y a eu des spécialistes de la gestion et de l'investissement qui ont pris le pas sur les grands flux financiers, qui ont construit la financiarisation du monde, il a émergé un nouveau récit qui est celui de la finance. Et ça fait aussi une force de récit qui est extrêmement forte. Elle ne nous prend pas, pour la plupart d'entre nous qui ne sommes pas spécialistes de la finance, mais la finance, elle oriente les investissements collectifs, les récits que se font les décideurs qui orientent la recherche scientifique. Et ça, c'est fondamental. Ça oriente vraiment notre futur sans qu'en tant que citoyen, on puisse vraiment s'en emparer. Quand on nous parle de réacteurs nucléaires, d'hydrogène qui servira à stocker l'énergie des réacteurs nucléaires, on est complètement dépassé. On peut s'organiser contre parfois quand ça heurte nos conceptions, mais on n'est pas scientifiquement informé et apte seul à en prendre la mesure. C'est aussi ça une question de récit. Donc il y a ces grands récits collectifs qui quelquefois nous dépassent, et il y a aussi des récits littéraires par exemple. Et Abdallah, est-ce que tu veux nous raconter qu'est-ce qui toi t'a poussé à agir et comment des récits ont pu avoir un impact sur ta vie? Alors déjà bonjour. Moi, ce qui me donne envie d'agir, c'est quand je me mets à la place du héros et que je me sens connecté avec lui, j'ai cette impression d'être lui, et ça me fait croire que je peux aussi le faire dans la vraie vie. Et donc, quand j'étais petit, par exemple, je disais toujours à ma mère, quand je serai grand, je ferai ça, quand je serai grand, je ferai ci. Et un jour, elle m'a donné un livre à lire, et elle m'a dit, n'attends pas d'être grand. Le livre, il était génial. Il racontait que les adultes, ils devenaient trop occupés par leur vie pour se rappeler leurs rêves d'enfant et qu'ils ne faisaient plus ce qu'ils avaient envie de faire quand ils étaient petits. Et donc, ce livre, ça a été une révélation. Mon petit frère de 4 ans l'a en version audio. Et ce livre, ça a été Le Petit Prince. Donc Nausicaa aussi, Nausicaa est très bienveillante et le film il est sublime, les paysages sont magnifiques et c'est vraiment ça qui me donne envie d'agir en fait. Passons justement à Nausicaa. On avait un débat juste avant sur est-ce un nouveau récit, un vieux récit, voilà. Raphaël, quel est ton point de vue là-dessus? Bonjour à tous. Le petit signe que je te faisais, c'est parce que je crois que dans les directives, on avait le droit éventuellement d'enlever les masques, mais ça vous ferait prendre des risques. Nous, sur scène, hein, pas vous. Mais peu importe. Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a un grand récit du capitalisme aujourd'hui. Moi, je vois émerger aujourd'hui un très grand récit du réchauffement climatique.
de l'écologie qui est de plus en plus raconté aux gens, dont les gens s'emparent de plus en plus. Et on voit qu'en fait, c'est pas du tout nouveau, parce que ce film a près de 40 ans, un peu moins. Et déjà, à cette époque-là, on en parlait. Donc, pour moi, ça, c'est un des points, enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais un des récits émergents qui, j'espère, va peut-être remplacer le précédent. De toute façon, il va falloir un jour ou un autre qui remplace le précédent. Si ce ne sera pas doucement, ça se fera dans la violence, quoi. On va morfler gravement et puis on passera à un autre récit, quoi. Donc voilà, c'est ça que m'inspire Nausicaa. Et puis après, en tant qu'écrivain, si vous voulez, tu parles de récit à impact. Moi, je suis assez persuadé. Alors, il y a beaucoup de médias différents, tu le disais. Hein. Selon les médias, les impacts ne sont pas les mêmes. Mais pour un écrivain, enfin, en tout cas, moi, quand j'écris, je ne pense pas forcément en termes d'impact. C'est-à-dire, je ne pense pas forcément à comment vous allez recevoir et puis même interpréter, puis quel rôle ce que j'écris peut avoir sur le lecteur, quoi. Moi, j'ai tendance à penser que les plus grands récits à impact, en termes vraiment individuels, quoi, sont peut-être ceux qui ne sont pas calculés pour avoir un impact. Plus on s'éloigne un peu de cette idée de vouloir forcément prescrire des choses dans l'esprit du lecteur, à mon avis, plus on a de chances de réussir. Après, ça dépend beaucoup du type de média. C'est-à-dire qu'un récit politique doit avoir un impact très rapide. Peut-être un récit journalistique, vous me direz, est censé avoir un impact plus rapide. Une œuvre de fiction comme Nausicaa ou un roman, à mon avis, doit s'éloigner pas mal peut s'éloigner en tout cas pas mal de la réalité pour avoir un impact en fait à très long terme. On voit que des films comme ça reste, enfin, ils restent d'actualité pendant très longtemps. Et ils sont très forts. Laurent, sur un récit journalistique, doit-il être fait pour avoir de l'impact et pensez-vous à l'impact qu'il aura sur les lecteurs? Récit journalistique, tout dépend de ce qu'on entend par là. Le journalisme, c'est de l'information d'abord. Donc, il obéit à des codes théoriques, hein, on peut s'en abstenir, mais il y a une déontologie et c'est un récit qui est destiné à informer, donc qui est construit aussi de façon théoriquement narrative et instructive et si possible contractée parce qu'on a de moins en moins de temps pour s'informer. Valérie, est-ce que dans le monde du cinéma, tu as l'impression que les auteurs et autrices se rendent compte de l'impact qu'ils peuvent avoir en racontant des histoires? Je pense que c'est pas du tout leur objectif, en fait. À la base, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste raconter des histoires, réveiller de l'émotion et voilà, enfin, faire rêver, en fait. Après, c'est vrai que je suis une ancienne journaliste, donc c'est vrai que c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à la base, dans le journalisme, on donne de l'info. Moi, ce qui me manquait justement, c'était de raconter des histoires et parler depuis ma subjectivité, là où dans le journalisme, on nous demande d'être objectif. Donc j'avais besoin de devenir auteur et réalisatrice pour pouvoir justement parler avec mon cœur. En fait, je crois que c'est ça. Les scénaristes, ils ont envie de partager leur univers, inviter à de nouveaux mythes et à de nouveaux imaginaires. Alors, le problème, c'est que il y a ce qu'ils veulent et puis la réalité du marché. Donc voilà, la réalité du marché, c'est les audiences, encore des critères capitalistiques, les fausses croyances des producteurs, les fausses croyances des diffuseurs. Et donc, parmi ces fausses croyances, justement, ils ont l'impression qu'un film à impact est un film ou bisounours, qui ne va pas respecter les codes du storytelling, qui sont un peu, en gros, le canevas du voyage du héros, c'est-à-dire une situation compliquée au début, l'appel à l'aventure, le pouvoir magique, les obstacles, les dragons, et puis le dénouement à la fin, quoi. Et en fait, c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup de fausses croyances sur les nouveaux récits, parce qu'on a imaginé que c'était un manuel de transition, ou un peu comme le film Demain, où on ne raconte que des futurs souhaitables, mais on ne raconte pas toute la difficulté que ça va être d'aller vers ce futur souhaitable, en fait. Et en cela, je trouve que Nausicaa, pour répondre à ta question du début, est un nouveau récit, typiquement. Parce qu'il n'y a pas une attente autour de l'impact. Il y a juste, pour moi, ce récit infuse des codes du monde de demain et des codes des enjeux contemporains, qui sont les problèmes climatique, de la biodiversité. Enfin, on voit bien, c'est allégorique, mais on voit bien qu'on s'y reconnaît dans ce récit. Et en même temps, mais c'est typiquement l'histoire de est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont être sauvés, est-ce qu'il n'y a pas une petite histoire d'amour entre Nausicaa enfin voilà, c'est ça qui nous intéresse en fait. C'est pas est-ce qu'on va, on va arriver vers la société post-carbone, et si oui, comment, et avec combien d'éoliennes. Enfin, les gens s'en foutent en fait, ça les emmerde.
Nous, ce qu'on veut, c'est des histoires d'amour, quoi. Et du coup, un bon nouveau récit, c'est un récit où il n'y a pas d'attente, en fait, de l'impact, où on est juste, on met des chevaux de Troie, on infuse, on le fait d'une manière clandestine, en fait. Et voilà pour moi ce que c'est qu'un nouveau récit. Et en fait, c'est un peu comme dans la vie. Plus vous aurez des attentes vis-à-vis de votre compagnon ou des autres, et moins on va faire ce que... Enfin, voilà, on va vous faire plaisir, quoi. Voilà. Donc, bah, là, au niveau de la population, c'est pareil, quoi. Raphaël, tu voulais réagir? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi sur le côté artistique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une voie dans les nouveaux récits, dans toutes les histoires de transmédia et les choses comme ça. Moi, j'ai participé récemment à une expérience, une anthologie qui s'appelle Nos Futurs, qui est une anthologie dans laquelle il y a des textes de fiction, donc qui portent tout ce que tu viens de décrire. Et donc sur un thème, donc on s'est inspiré des thèmes du GIEC, on a pris les thèmes du GIEC un peu un par un et tout ça. Moi, je participe en tant qu'écrivain, pas en tant que scientifique. Et donc, en regard de ces textes de fiction, donc qui vont vous faire rêver avec exactement toutes les ficelles que tu viens de décrire, il y a des textes scientifiques qui vous donnent la vérité objective, donc un peu celle que tu décrivais aussi tout à l'heure pour le journalisme, donc la vérité objective des chiffres et de la crise climatique dans laquelle on est. Et alors, moi je le trouve pas, enfin bon, j'ai écrit donc je vais pas le plomber, mais je trouvais que les textes étaient bien, sans plus, et visiblement ça se vend super bien, on le retire là. On le retire, ça veut dire qu'on le réimprime, hein. Et donc je pense qu'il y a un appétit comme ça pour des regards croisés sur des questions graves. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, s'il n'y avait que les textes scientifiques, peut-être que personne ne les achèterait, parce que ce serait très chiant et on n'en aurait pas du tout envie, mais comme ça, naviguer dans différents... Alors là, c'est la science et la narration, mais on peut inventer des choses avec tout type de médias ou de contenus hybrides comme ça. Et pour moi, les nouveaux récits, c'est peut-être ça, c'est peut-être aller s'aventurer dans des formes hybrides qui permettent de raconter plusieurs points de vue d'un même problème, quoi. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi de est-ce qu'il faut absolument que... Parce que le réchauffement climatique, il y a des faits, il y a des faits, il y a des lois de physique, etc. Et du coup, c'est comment inclure la science dans les récits. Donc là, parlons des récits fictionnels notamment. Du coup, pour vous, il faut potentiellement s'en éloigner pour que ce soit réussi, parce que c'est pas le même but. Soit si quelqu'un veut. Et comment, et c'est ça qui est intéressant, et comment du coup faire travailler scientifiques, experts, porteurs de solutions, avec ceux qui écrivent des récits, qui les portent. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'ai cette expérience récente là, effectivement. Alors, déjà, par exemple, moi donc, je suis scientifique et écrivain. Quand j'écris, je ne parle pas du tout de ma science. Parce que je pense qu'il y a un frein narratif, c'est-à-dire que moi, je verrais toutes les limites scientifiques à tout ce qu'on peut raconter. Pour bien raconter des histoires qui font rêver tout ça, il faut s'en affranchir, il faut aller ailleurs, il faut aller plus loin. Et dans Nausicaa, c'est complètement le cas. Nausicaa, c'est pas du tout un avenir probable, en fait. Ça nous renvoie quand même vachement aux problèmes qu'on a aujourd'hui, au réchauffement climatique et tout ça. Mais des insectes gros comme ça, je pense que ça ne tient pas la route sur la Terre. Enfin, il y a plein d'erreurs scientifiques là-dedans. Et on s'en fout, en fait. On s'en fout complètement. Ça ne nous empêche pas de rêver et de parler du problème, quoi. Donc, pour moi, c'est intéressant de justement dissocier. Donc, dans cet exercice qu'on a fait avec scientifique d'un côté, narration de l'autre, qui se parlent comme ils veulent. C'était très libre, on n'avait pas du tout de contraintes. Qui se parlent comme ils veulent pour parler du même sujet, je pense que c'est idéal. Il ne faut pas se forcer, quoi. Abdallah, toi, du coup, tu choisis de raconter ta propre histoire pour inspirer d'autres gens. Mais toi, tu le fais avec... je reviens à une question qu'on a précédemment posée, qui était que est-ce que, du coup, tu veux avoir de l'impact? Et est-ce que quand tu construis ton récit et ton discours, tu cherches à justement convaincre les autres d'être inspirés par ce que tu fais aussi? Est-ce que c'est le cas? Tu cherches à avoir de l'impact? Alors, en fait, moi, je suis pas là pour vous forcer à agir ou vous obliger. Mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est pour être convaincant, il faut être convaincu. Et donc, je la trouverai déjà. Et forcer les gens, les obliger, leur imposer d'être acteurs du changement, ça marche pas. Enfin, je pense que ça marche pas. Par exemple, les artistes, ils sont libres. Il faut faire plus de films engagés pour éduquer les jeunes le plus tôt possible. Par exemple, comment ça s'appelle? Ah, Donne-nous des indices. j'ai le mot, mais il ne va pas sortir. Je vais reprendre ma phrase. Alors déjà, il faut faire plus de films engagés pour nous éduquer, nous les jeunes, le plus tôt possible. Et forcer, je ne suis pas convaincu que ça marche. Et déjà,
Je sais plus qui avait dit ça. Je sais plus, je connais pas vos noms par cœur. Pas encore. Moi, je trouve que les artistes, ils sont libres. Par exemple, ma sœur est artiste et je veux pas. Si je lui demande de faire ça ou ça sert à rien. Elle nous écoutera jamais déjà. Et en fait, elle crée ce qu'elle a dans sa tête et personne lui impose et personne ne peut lui imposer. Donc, je pense qu'on peut, on peut essayer de la guider, mais on pourra jamais lui dire de faire ça ou de ça. Et donc, c'est la personne qui veut. Et donc, je pense que ça marche pas. Enfin, que je peux pas dire aux gens d'être acteurs de changement. Et ce que je trouve le plus beau dans Nausicaa, c'est vraiment que c'est pas seulement. C'est ce qu'on voit, c'est un personnage qui a elle-même, qui a beaucoup travaillé sur elle. Ça se sent. C'est-à-dire qu'il y a des bribes de un peu communication non violente quand elle dit à la méchante princesse. Non, mais en fait, tu dis ça juste parce que tu es en colère et effrayée, mais c'est ok et c'est pas ce qu'il faut. Et elle est d'une maturité incroyable, cet enfant. Et je pense que il faut d'abord, les nouveaux récits, en tout cas les récits que nous devrions porter, c'est aussi des récits de changement de nous-mêmes, puisque en effet, on ne peut pas convaincre les autres de changer, il faut changer soi-même. Et Valérie, c'est quelque chose que tu portes beaucoup, cette idée de parler d'amour dans les films, d'amour de soi d'abord. Oui, mais je trouve que cette table ronde est très communication non violente. Non, mais dans le sens où alors déjà, effectivement, donc je viens de sortir un film, je viens de réaliser un film donc, sur les 20 ans de Cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc, ce best-seller écrit par Thomas Dansbourg, qui est un des chantres de la communication non violente en Europe. Son livre a été traduit dans une vingtaine de langues. Et donc, lui, il a effectivement développé ce concept de l'intériorité citoyenne. C'est en se pacifiant qu'on pacifie les autres, finalement. C'est effectivement en prenant soin de notre espace intérieur qu'à l'extérieur, les choses pourront peut-être changer. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, Abdallah. L'idée, c'est pas d'imposer aux autres un changement, c'est de le rayonner. Et je trouve que tu l'incarnes extrêmement bien dans ta posture de jeune homme. Donc effectivement, tu parles de bienveillance. Pas plus tard que tout à l'heure, là, on parlait aussi du discours scientifique. C'est pareil, l'idée n'est pas d'imposer une vérité toute faite, radicale, qui fait peur. L'idée, c'est d'être dans le et pas dans le ou. On peut travailler avec les scientifiques, on peut d'une manière douce, inviter à regarder cette réalité en face, tout en même temps ouvrant le champ des possibles et respecter là où chacun est, en fait, vis-à-vis de cette transition. C'est violent, la vérité. Et donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de rayonner ce changement, de le faire avec douceur et avec beaucoup d'amour et effectivement beaucoup d'empathie, ce que tu disais. Et c'est vrai que c'est exactement ce que fait Nausicaa dans le film. Elle est tout le temps en train de rejoindre là où sont ses adversaires potentiels. Elle entre en empathie avec eux. Il y a beaucoup de compassion. Et c'est ça qui permet en fait de faire bouger les lignes. Elle ne s'impose pas, elle coopère. Et vraiment, elle incarne cette transition du pouvoir à la puissance. L'autre princesse est clairement dans l'ego et dans le pouvoir, là où Nausicaa est dans son alignement, dans l'écoute de son cœur et dans la coopération. Et donc, elle est connectée évidemment à sa puissance. Et c'est ça, en fait, pour moi, ce qui fait le changement, quoi. Je rejoins ce que vous dites et je pense que en fait, on doit changer des choses, mais pas au niveau de l'artiste. Et on doit tous être alignés entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et que, par exemple, je crois plus au travail des équipes avec des agences comme la vôtre. Je crois que c'est Morgane. Ouais. Morgane, qui fait des placements de produits écolos dans les pubs ou dans les films. Mais je pense que ça ne doit pas être déconnecté de la vraie vie. Et qu'on doit reconnaître notre monde. Et pour moi, la responsabilité d'un auteur la plus importante, c'est de donner du sens. Peu importe le sens qu'on donne, il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est vraiment le truc le plus important pour moi si je devais répondre à votre question, de votre ancienne question. Je pense que, en tout cas, le futur est assuré. Si tous les jeunes sont comme Abdallah, tout va bien, en fait. Mais c'est après que ça se gâte. Alors, c'est l'heure d'ouvrir les questions, en parlant de questions, au public. Avez-vous des questions dans le public? Et si... Ah, ok. Parce que...
Sinon, moi, j'ai d'autres questions. Alors, selon vous, en tant que, du coup, on a déjà pas mal répondu à cette question, mais en tant que citoyen lambda qui ne sommes pas forcément des écrivains ou des réalisateurs, ou voilà, comment est-ce qu'on peut contribuer à faire émerger un nouveau récit, donc un récit en tout cas alternatif au récit de la société de consommation, un récit de solution, et peut-être quel devrait-il être, Laurent Alors, moi, je pense que si on veut partager un récit, il faut le vivre en collectif et il faut le faire à toutes les échelles, tenter des tas d'expérimentations qui feront sens, et c'est un peu comme un flux d'improvisation. On ne crée jamais un bon récit de A à Z. Jésus a lancé l'idée qu'il fallait être empathique avec son prochain, mais son prochain, pour lui, c'était les Juifs, je suis désolé. Et ensuite, Saint Paul a repris l'idée en disant ça peut être les goyim, il a expliqué comment on pouvait faire, puis progressivement, ce récit-là s'est diffusé, jusqu'à être perverti, hein, ça, je veux bien vous l'accorder. Mais c'est un récit qui a changé le monde. Mais c'était un récit imprévisible pour tous ces acteurs, si on sort de la posture téléologique, qui est la posture religieuse de la croyance. C'était un récit qui a dépendu d'une multitude de carrefours que les historiens ont bien explorés. Ce n'était pas du tout sûr qu'il y arrive. Donc, il faut essayer des choses, il faut partager des choses. Il faut vraiment se méfier des producteurs de contenu qui tombent d'en haut et qui vous demandent de communier à l'unisson. Parce qu'en général, ces producteurs-là, ils ont leur propre intérêt dans l'esprit. Et dans le système capitaliste, c'est particulièrement efficace le storytelling, y compris par exemple le greenwashing, qui repose sur l'oxymore souvent. On vous met face à un paradoxe et vous n'arrivez pas à le résoudre, et donc vous rentrez dedans. Ça peut être un 4x4 qui serait électrique. Tiens, pourquoi pas, super idée. Oui, bon. À réflexion, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, donc il faut produire ses propres contenus et explorer ce qui se présente en relationnel et en empathie, effectivement. Juste pour élaborer, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis embêté parce que dans mes romans, j'avais un 4x4 solaire. On m'a dit que c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas assez de surface donc je suis passé à un 4x4 électrique. Donne-moi l'argent et j'investis. Mais ce que tu dis, c'est complètement correct. Et puis en fait, aujourd'hui, tout le monde peut raconter des histoires. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez, tout le monde a vraiment un nouveau média et puis il y en a plein en fait pour raconter des histoires. Donc moi, je crois que faut pas se. Alors c'est souvent le bazar sur les réseaux sociaux, on est bien d'accord. C'est souvent même assez atterrant, mais voilà, on voit bien quand justement sur la question du réchauffement climatique. Alors, bon, les réseaux sociaux, c'est biaisé parce qu'évidemment, vous avez l'algorithme qui vous montre ce que vous avez envie de regarder. Donc moi, c'est très bienveillant quand je regarde les réseaux sociaux. Je n'ai pas accès aux méchants parce que mon algorithme ne me laisse pas faire ça. Mais quand même, donc plus on se positionne chacun sur des contenus sociaux et tout ça, plus je pense qu'en fait, on change le récit dominant petit à petit. Les grands producteurs, ils sont obligés de faire du fric, mais ils sont obligés de faire du fric essentiellement par nos entrées. Donc, si nous, on a envie de voir des choses, les grands producteurs, ils vont aussi petit à petit. Je suis d'accord avec toi qu'il faut se méfier pour l'instant, enfin, même tout le temps. Mais petit à petit, moi, je pense que je vois les contenus changer depuis que je suis jeune. Je vois les contenus changer quand même dans les films et tout ça, petit à petit. Et je pense qu'une des grosses raisons pour lesquelles ça change aujourd'hui, c'est le feedback très rapide qu'il y a par les réseaux sociaux, quoi. Ah, on a plusieurs questions dans la salle. Bonjour, déjà merci de vos interventions. Au tout début de vos interventions, vous avez parlé de deux grands récits, le capitalisme et le communisme notamment. Donc peut-être qu'il y en a d'autres, même sans doute qu'il y en a d'autres, peut-être qu'on en veut d'autres. Mais moi j'aimerais poser une question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'en fait le récit du capitalisme, c'est pas un peu le seul et l'unique récit qu'en fait il y a eu? Je vais prendre deux exemples un peu pour illustrer. Au niveau du communisme, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits un peu partout, notamment en France avec les cités du Corbusier. D'un point de vue un peu scientifique, un peu ingénieur, est-ce que les cités du Corbusier, c'était pas juste une mutualisation des choses, histoire d'avoir des économies d'échelle, et donc de pouvoir par ça consommer plus en commun, et donc augmenter son niveau de vie grâce à la consommation. Et pareil, au niveau juste après la grande peste noire en Europe, on a partagé un gâteau à peine plus petit en étant beaucoup moins nombreux. Et là, le niveau de vie a augmenté considérablement pour les gens. Et on voit bien au niveau de la littérature et des petits récits plutôt, que les petits récits qui ont été faits, les histoires qui ont été racontées après, elles étaient beaucoup plus heureuses après qu'avant et pendant la peste noire.
On n'était pas plus heureux après la peste noire parce qu'elle est revenue. Elle est revenue pendant 5 siècles et elle hantait les gens. Mais les gens ont eu accès à davantage de biens, on a pu faire paître beaucoup plus d'animaux sur les terres qu'on n'avait plus besoin de cultiver pour nourrir les gens, et donc on a mangé plus de viande. Je ne sais pas si c'est ça le bonheur, mais en tout cas ça l'a été pendant le XVe siècle européen. Ça a surtout après provoqué une montée en puissance des inégalités qui allait permettre l'émergence du capitalisme à terme. L'humanité suit des chemins selon les récits qu'elle se fait au fur et à mesure pour les justifier. Donc voilà, Le Corbusier peut-être, je ne connais pas assez bien. Moi, il me semble que c'était quelqu'un qui était très idéaliste, mais qui ne laissait pas trop les faits prendre le pas sur ses idéaux. Mais je me trompe peut-être. Ça fait partie des récits qu'on peut faire, La Cité du Soleil ou ce genre d'endroit. Mais voilà, oui, c'était une réactualisation aussi du récit communiste, tout à fait. On peut reprendre ce récit communiste, on peut reprendre le récit anarchiste. D'ailleurs, les récits communistes, les récits anarchistes, ils sont de multitudes. Mais il faut prendre les éléments qui nous plaisent et se débarrasser de ce qui ne nous plaît pas. Faire des hybrides. Le film de Miyazaki, c'est un hybride. L'esthétique est sensiblement médiévale, catastrophe de science-fiction, mais médiévale européenne. Le récit, il est christique, hein, soyons clairs. Il a au moins le bénéfice d'apporter un élément nouveau, c'est celui d'une femme salvatrice pour l'humanité. Ça, c'est capital aussi, d'en finir avec les images patriarcales. Voilà, c'est un bon récit parce qu'il est hybride et qu'il correspond en tout cas à des valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. Juste, votre question m'a inspiré une chose, c'est que oui, le capitalisme et le communisme avaient des grosses différences, mais il y a les deux avaient quand même cette idée de croissance, c'est un peu ce que vous avez dit, quoi, quand même, et de croissance pas sur les mêmes axes exactement, mais et même tu citais les anarchistes aussi, ils ont cette idée de croître leur liberté personnelle. Donc il y a vraiment derrière tout un tas de systèmes qui sont mûrs aujourd'hui, cette idée de croissance. Et bon, c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui, hein, mais je ne sais pas quand, un jour, une grande société va se dire peut-être qu'on peut s'arrêter là, qu'on est bien. Et j'ai l'impression que, moi, en tant qu'humain aujourd'hui, dans cette société dans laquelle je vis, Paris, tout ça, j'en suis là, quoi. Le débat sur la 5G, par exemple, j'y comprends rien. Je vois même pas pourquoi on se pose la question. Enfin, si, c'est clair, c'est de l'argent derrière, c'est clair. Mais on n'a pas besoin du tout de la 5G, sauf pour des très petites... et encore, je suis même pas sûr. Donc, moi, j'aimerais... Pour moi, c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. C'est d'essayer de rentrer dans un récit où on n'en veut pas toujours plus, quoi. Quel que soit l'axe, ça peut être l'argent, la liberté ou d'autres choses, mais peut-être d'essayer de se trouver des récits où on est un peu plus humble, un peu plus sobre. Alors nous, société super développée, tout, on peut avoir ces récits-là, il ne faut pas forcément les imposer à tout le monde en dessous, hein, évidemment. Il y a des endroits où il y a encore plein de progrès à faire pour améliorer la vie des gens, et peut-être qu'on pourrait les aider. Enfin, c'est vraiment à ce genre de choses-là que je réfléchis et ce que m'inspire votre question. En fait, pour moi, le capitalisme et le communisme, c'est un peu finalement les deux faces d'une même pièce. Enfin, quelque part, le communisme, c'est une polarité du capitalisme, en sens où il est en réaction, où il est contre, quoi. Donc, et finalement, les deux systèmes ont prouvé que d'un côté, ils maltraitaient l'humain comme ils maltraitaient la planète. Enfin, pour moi, en tout cas, le communisme, c'était pas du tout un nouveau récit, quoi. En tout cas, ça l'était peut-être à l'époque, cela dit, mais bon. En fait, ce qui serait important, c'est juste de replacer un récit par rapport au vivant et de voir comment, tout simplement, on peut retrouver une pensée systémique et de voir comment on peut en fait être dans une forme de circularité, de plus être dans un mécanisme d'extraction des ressources et d'être plutôt dans une forme de pensée de l'économie régénérative, voilà, comment oui, voilà, tout simplement, on est dans une forme de réhabilitation de l'humain et du vivant. Et voilà, et on sort un peu de cet ethnocentrisme très inhérent d'ailleurs au capitalisme ou au communisme. Ouais, vraiment notre façon de voir le monde globalement. Il y avait une autre question dans la salle. Il y a plein d'autres questions dans la salle. C'était où? Je vous tiens le micro par contre. Pas touché. Bonjour.
J'écoute avec attention pas mal de choses que vous avez dit, entre autres sur l'idée que le capitalisme est dans une logique de croissance. On peut lui opposer un récit actuellement dont on entend parler pas mal, qui est la décroissance. Mais dans le récit de la décroissance, et comme dans ce film, il y a une dimension qu'on néglige. Elle n'est pas négligée dans le film, on n'en a pas entendu parler ce soir. C'est de la violence, c'est des choix qui sont faits, qui on sacrifie. La décroissance, c'est pas quelque chose de confortable, d'agréable. On parlait de croissance de la liberté ou d'idée de liberté, qui ici veut moins de liberté. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur ces questions de qu'est-ce qu'on sacrifie quand on crée un nouveau récit et tout ce qui touche à la violence, les morts de la décroissance, parce qu'il y en aura, comme il y a eu des morts du communisme, il y a les morts du capitalisme. Si demain on met en place un projet décroissant, va falloir décider qui vit et qui meurt. Alors, pensez-vous que... Oui et non. Ça dépend ce qu'on entend par décroissance, évidemment. Moi, j'envisage qu'une société... Enfin, moi, j'envisage une décroissance, par exemple. Mais c'est ce que je disais. C'est la décroissance des sociétés très avancées, elle peut se faire sans aucune violence, je pense. Le problème, c'est qu'il faut faire attention Il faut qu'on commence par les plus riches, ceux qui ont déjà le plus de choses. Moi, honnêtement, j'estime que j'ai largement assez, et même beaucoup trop, en fait, pour vivre. Et quand je vois des gens autour de moi et loin de moi, peut-être plus loin de moi, qui ont aussi peu de choses, j'aurais pas vraiment de problème à transférer des choses de moi vers eux. Alors peut-être que je suis un saint, je sais pas. Peut-être qu'on n'est pas tous comme ça, mais quand même. Donc je suis d'accord avec vous. Il faut évidemment faire attention à la violence si on dans un changement de système quelconque. Il faut peut-être. Alors le problème, c'est comment obtenir la décroissance, peut-être. Et effectivement, les activistes qui prônent ça, souvent, ils sont assez violents parce qu'ils ont pas vraiment, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas vraiment d'autres moyens de s'exprimer. Mais c'est pas, je vois pas ça comme une fatalité, perso. Je trouve que c'est une super question parce que, en fait, finalement, les nouveaux récits, c'est aussi, ça dépend aussi des mots qu'on choisit. Et en fait, le mot décroissance, en soi, il est ultra violent. Et il est ultra violent et il ne rayonne pas un nouveau niveau de conscience parce qu'il fait référence au système qu'on quitte, là où il faudrait inventer un nouveau système de pensée, en fait. Donc, il ne va pas assez loin. Pour moi, en fait, l'invitation, c'est plutôt d'interroger quel est notre rapport à la rareté et quel est notre rapport à l'abondance. Le capitalisme nous a forgés à être dans la rareté et donc dans la peur du manque. Enfin, moi, mes cours d'économie en seconde, on me disait non mais alors l'économie de marché c'est la gestion de la rareté. Là où c'est un truc de dingue, vous vous rendez compte, on est formé depuis qu'on a 16 ans à la rareté, alors que le vivant c'est que la gestion de l'abondance. Enfin, quand on vous initie à la permaculture, on vous apprend à gérer l'abondance. C'est quand même, enfin c'est une autre façon de voir la vie, quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas la décroissance, c'est plutôt, tiens, l'économie, est-ce qu'on ne rentrerait pas dans un nouveau système économique, donc de la régénération, où on serait juste dans une autre gestion de l'abondance? Est-ce que, en fait, si ça se trouve, on a beau pas gagner beaucoup, si ça se trouve, dans notre vie, on a énormément d'abondance. Parce que justement, on a un super réseau social, on a de l'amour, on a un toit, on mange bien. Enfin, voilà, c'est peut-être aussi, j'enfonce une porte ouverte, on en a déjà beaucoup parlé, du bonheur intérieur brut et des nouveaux indicateurs de croissance, mais c'est aussi passé par là. Donc voilà, je vous en prie. Ouais. Alors moi, je vais peut-être mettre un peu d'eau froide là-dedans, je suis désolé. Je suis partisan d'une méthode d'analyse de l'histoire à grande échelle qui s'appelle l'histoire globale, mais qui en gros analyse les objets sur la longue durée, les grandes distances, et surtout dans une démarche pluridisciplinaire, transdisciplinaire même, c'est-à-dire en associant diverses disciplines à part égale. Et appliquée à la prospective, ça nous donne quelque chose il y a un cadre physique à notre prospérité sur Terre. Ce cadre-là, il est climatique, il résulte aussi dans la biodiversité qui nous fournit des services, de quoi respirer, de quoi boire, de quoi manger, ce n'est pas négligeable. Et il y a également des éléments dont nous tirons notre puissance. Ce sont les éléments énergétiques et les éléments miniers qui servent à utiliser cette énergie, à se la répartir. Tout cela montre des signes de tension et d'épuisement
à terme très rapide. Si nous voulons que 10 milliards de personnes, ce qui est prévu à l'horizon 2050, sur Terre, vivent dans des conditions, je ne dis pas même à notre niveau de vie, mais dans des conditions de vie plausibles et compatibles avec leur dignité, un toit, manger à leur faim, etc. Il va falloir faire des sacrifices, il va falloir trouver les récits pour accompagner ces sacrifices, parce qu'il va falloir mieux répartir les richesses sur Terre et apprendre à faire descendre la conflictualité qu'il y a entre communautés humaines. Et ça, c'est urgent. C'est pour ça qu'il faut créer ces récits-là. Et ces récits doivent avoir une portée planétaire. Voilà. Sinon, on se plante complètement en pensant qu'on peut faire des récits seulement pour sa petite communauté, etc. C'est très efficace déjà de commencer avec un petit récit pour voir s'il prend au-delà. Il faut bien sûr expérimenter à toutes les échelles. Mais pour ceux qui ont la prétention de faire des récits globaux, qu'ils prennent en compte aussi les limites planétaires. Ça vaut pour la science-fiction, qui a d'ailleurs bien exploré ses limites planétaires par moment. Alors, je peux quand même, parce que quand je parle d'économie régénérative ou éventuellement d'économie symbiotique, et donc je fais référence au travail d'Isabelle Delannoy qui est extraordinaire, ça prend en compte la limite des ressources. Hein. Là, on parle clairement, de transition énergétique, d'autonomie énergétique. On n'est plus dans de l'extraction. Hein. Il est évidemment hors de question de continuer là, avec ça me fait plaisir de vous faire rire. Mais on n'est pas dans un système de linéarité de l'économie. L'idée, c'est de retrouver de la circularité, évidemment, de la sobriété énergétique, une forme d'autonomie alimentaire, d'arrêter avec le système industriel tel qu'on l'a connu aujourd'hui. Il est bien clair. On est bien d'accord là-dessus. J'espère sincèrement que ce récit peut marcher, qu'il est fondé sur et qu'il est compatible avec la science physique, tout simplement. Mais bon, c'est une autre question. Il y avait une autre... Oui, très bien. Alors, je pense qu'il y avait une question au fond d'abord. Mais C'est par là. Bonjour. Moi, je voulais repartir des bases du sujet. Et je voulais savoir comment on passe du récit et de l'imaginaire, en fait, à l'action, la réalité et la réelle transformation du monde. Allez. Ouais. Tu veux essayer? En fait, je pense quand on crée un récit ou un discours, par exemple, ça me fait penser à l'art oratoire. Il y a plusieurs techniques. Par exemple, on peut utiliser le logos. C'est en utilisant des preuves concrètes et scientifiques. Mais par exemple, ça ne peut pas toucher tout le monde. Par exemple, si on dit oui, dans 50 ans, je sais pas, par exemple, dans 50 ans, la Terre, il n'y aura plus de ressources. Si je dis ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça va toucher pas tout le monde. Et donc, ça va toucher qu'une partie du public. Alors que si on met du pathos, donc c'est des mots doux, par exemple, oui, non, mais vous inquiétez pas, les bisounours, ouais. Ça peut toucher tout le public. Et donc, je pense qu'on peut utiliser deux formes, deux techniques dans un récit, et que tout ça, c'est englobé par l'éthos. Donc, comment tu es, par exemple, si tu as parlé d'écologie pendant 20 minutes, et qu'après, on va te voir dehors jeter une bouteille de plastique par terre, ça va perdre tout son sens. Et donc, je pense qu'un récit, ça ne doit pas être que sur les preuves scientifiques et pas être que sur les bisounours, mais plus un mix des deux en donnant des solutions. Et donc, je pense que c'est... je pense que ça doit être un mix de solutions et de compliments. Ouais. Mais c'est des recherches qu'on mène justement donc, dans le milieu audiovisuel. Et je pense qu'il faut se baser vraiment sur les théories de communication environnementale et ce genre de choses. Et il y a notamment des travaux en social impact entertainment qui sont faits aux États-Unis et qui montrent, par exemple, donc il y a une campagne qui avait été faite par Harvard dans les années 80 pour intégrer le comportement de capitaine de soirée, donc notre Sam, celui qui ne boit pas pour ramener ses potes de soirée, dans les séries américaines pour que ça infuse ensuite dans la société américaine. Et du coup, ils ont fait une sorte de petit « OK, donc qu'est-ce qui a marché? Pourquoi ça a marché ?» Ça a marché parce que, justement, donc il y a plein de petites techniques. C'est le message était positif. C'est-à-dire, c'était pas « ne bois pas », c'était soit le capitaine de soirée, la vie de la soirée, quoi. C'était aussi parce que c'était un petit comportement qui demandait pas, c'était un petit comportement qui était réaliste. En fait, c'est facile pour toi au niveau individuel de mettre en place ce genre de comportement. Voilà. Donc il y a plein de techniques comme ça pour créer ces récits
infuser ces éléments dans ces récits, utiliser les mécanismes des récits pour avoir un véritable impact dans la vie. J'aurais peut-être un truc à ajouter sur comment on passe du récit à l'action. Je pense que la chose la plus importante à se demander, c'est à l'échelle individuelle, c'est quoi l'appel qu'on a en fait? Qu'est-ce qui nous met malgré tout en joie en fait? Parce que ça sert à rien, je pense, que notre action soit trop nourrie par la peur ou par la colère. En vibrant la colère ou la peur, on n'a pas forcément un impact positif. Et on le voit très bien dans le film, quand Nausicaa interpelle en disant à quoi bon sauver la planète si c'est pour être violent, tuer les gens, etc. Elle a vraiment une position sur la radicalité ou sur le cynisme. La fin ne justifie pas les moyens, quoi. Donc voilà, la question est de savoir, est-ce qu'on... De toute façon, on va tous mourir. Je veux dire, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on est, on meurt, quoi. Donc la question aussi, c'est comment on a envie de mourir. Est-ce qu'on a envie de le faire avec panache, avec beauté et quand même dans l'amour et en coopération avec les autres, ou est-ce qu'on a envie que ça soit la guerre de tous contre tous? Et certains discours radicaux, pour moi, sur l'environnement sont ultra violents, et je suis désolée, et n'aide pas à ce qu'on continue à faire société ensemble, parce que, moi, j'ai été quand même dans des réunions de collapsologues où ils sont quand même en train de se demander s'ils vont pas s'armer, ça craint, quoi. Voilà. Moi, je veux bien rajouter un truc. Ouais. Donc déjà, passer du récit à l'action, déjà raconter un récit, c'est une action. Vous l'avez bien illustré tous les deux. Puis la façon dont tu le racontes, c'est une action encore plus déterminée. Tu l'as très bien dit. Et moi, je me pose à mon échelle la question, parce que dans un de mes bouquins, j'ai inventé un truc que je trouve génial. Je sens modestie. Non, mais je vous le soumets, et puis si quelqu'un a les moyens de passer à l'action là-dessus, je l'aide, quoi. Donc j'ai eu besoin, dans un de mes bouquins, d'inventer un truc que j'appelle Thinkopédia. C'est un Wikipédia dans lequel le niveau d'entendement est ajustable. Parce que Wikipédia, c'est génial, mais ça ne parle qu'à une toute petite fraction de la population mondiale. C'est traduit en plein de langues, c'est déjà génial. Il y a même une version anglaise un peu simplifiée, c'est bien. Mais je pense qu'avec les moyens d'aujourd'hui, j'ai même quelques idées pour le faire, il devrait y avoir moyen pour quelqu'un qui va sur un article Wikipédia, il ne comprend rien, et je pense que c'est en fait beaucoup de gens, avec un curseur, diminuer le truc, et puis d'arriver sur un contenu qui est beaucoup plus accessible, quoi. Parce que le savoir, il y a plein d'endroits où il n'arrive pas du tout, le savoir. Wikipédia, on peut critiquer, mais c'est quand même déjà une audience très large. Et donc ça, voilà, je voudrais le faire. Est-ce que quelqu'un a les moyens de le faire là, dans la salle, parce que j'aimerais bien, tu vois, je l'ai raconté et j'aimerais bien passer à l'action. Et j'ai pas non plus pris mon bâton de pèlerin pour faire le tour de toutes les startups. Enfin, il faudra en faire une, mais voilà. Non, personne. Il y avait encore des questions dans la salle. Il y avait, oui, voilà. Ok, je le prends. Merci beaucoup. J'ai pas les moyens de simplifier 1 milliard d'articles, mais je vous tiens au courant. Et Merci. merci beaucoup pour la discussion. Et j'aimerais revenir en fait sur un point qui a été fait au début. C'est un peu la déconstruction entre, je dirais, l'idée qu'il y a la réalité d'un côté, il y a les récits de l'autre. Je pense effectivement que le monde économique dans lequel on vit est un récit, et que du coup tout l'enjeu, c'est de le déconstruire et de le substituer par un autre qui, par exemple, prendra en compte la nature, etc. Après, on peut discuter des modalités. Donc ma question est la suivante. On assiste quand même aujourd'hui à une substitution de ce récit. Moi, je trouve que les systèmes de pensée évoluent beaucoup et que de plus en plus, des gens comme nous se réunissent pour penser le monde d'après et critiquer le capitalisme par l'axe écologique. Je trouve qu'il alimente beaucoup la critique capitaliste, donc c'est super. Et j'aimerais voir si, en fait, comment vous voyez que les récits fictifs alimentent cette transition d'un système de pensée vers un autre. On peut par exemple voir, on peut imaginer Don Quichotte comme étant quelqu'un qui a un récit qui a participé à la déconstruction de l'Inquisition, Molière sur la vision des bourgeois. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des récits dans la littérature, dans le cinéma, qui de façon très directe participent à cette déconstruction d'un système de pensée? Et est-ce que vous voyez quand même des modes efficaces d'action? Et je trouve ça super intéressant, l'exemple de Harvard qui introduit dans des séries américaines l'idée d'un SAM, parce que je pense que c'est exactement le genre de choses qui peut avoir beaucoup d'effets. Mais évidemment, on retombe sur ce débat les artistes ne sont pas faits pour avoir de l'impact, et si on leur demande leur impact, ils n'en ont pas, ce que je trouve intéressant. Mais je voulais voir votre opinion sur cette transition d'un système de pensée et le rôle de la fiction dans cette transition, et si vous voyez des exemples aujourd'hui ou historiques qui pourraient nous alimenter là-dessus. Je commence sur le cinéma, tu sur le... Moi, je peux juste parler des exemples que j'ai observés, mais qui sont pas... Enfin, je veux dire, il y en a sûrement plein d'autres. Mais pour répondre à ta question, pour moi, Matrix a énormément marqué ma génération. Donc, j'ai 39 ans.
Pourquoi ? Parce que déjà, c'est clairement, ça signifie, tu vois, alors, déjà, le fait de prendre la pilule rouge ou de prendre la pilule bleue, c'est faire un choix. Il y a vraiment une allégorie par rapport à Alice au Pays des Merveilles. L'idée, c'est vraiment de suivre le lapin blanc pour passer de l'autre côté du miroir. Donc, c'est vraiment un appel au réveil et au fait de sortir de l'endormissement, justement, dans laquelle le système capitaliste, le patriarcat nous avait plongé. Et donc, voilà, pour moi, il y a déjà ce premier exemple qui, en plus, au-delà de ça, Matrix, il y a énormément de références, effectivement, à la spiritualité, au christianisme, avec le personnage de Néo. Thomas Anderson, en fait, ça fait référence à l'évangile selon Thomas. Il y a Trinity, il y a beaucoup de références à la spiritualité. Et non pas que la spiritualité soit une fin en soi dans ces nouveaux récits, mais en tout cas, je constate que dans tous ces blockbusters qui ont beaucoup marqué une génération, c'est présent. Star Wars, il y a un discours autour de la spiritualité, que la force soit avec toi, c'est une manière laïque de dire que Dieu soit avec toi. Avatar, c'est un film pour moi qui a marqué les esprits, d'abord parce que c'est un réveil autour évidemment du lien avec le vivant, mais c'est aussi une invitation à se poser la question autour de l'âme. Je te vois, c'est clairement une allégorie de ça. Interstellar, c'est un énorme nouveau récit. Alors, au niveau scientifique, il faudra que... Je ne sais pas si... Voilà, le Interstellar, ce passage, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais où ils sont en train de voyager, ils passent par le trou noir et il y a un monologue sur l'amour qui défie l'espace et le temps. C'est extraordinaire. Donc tout ça, ce sont des récits qui interrogent finalement, pour moi, encore une fois, ça n'est que mon point de vue, sur, dans cette période civilisationnelle très particulière dans laquelle on se trouve, où à la fois on parle de la fin de l'humanité et à la fois dans la Silicon Valley on parle de l'immortalité. En fait, on nous questionne sur notre propre mort et sur finalement le sens de la vie, c'est quoi être humain, etc. Et je trouve que ces films-là posent cette question et donc invitent à des questions métaphysiques, transcendantales. Il y a Cloud Atlas aussi qui est très puissant sur les réincarnations. Voilà. Pour moi, c'est ces questionnements. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, en tout cas, ça invite à se poser la question du sens de la vie, du sens de l'humain et du pourquoi, du comment. On me dit sur l'ardoise qu'il faut qu'on évacue la salle et qu'on continue le débat dehors. Mais du coup, Raphaël a plein de choses à dire. Non, mais je note que tu n'as donné que des exemples de science-fiction et je suis d'accord. On est vraiment d'accord, hein, décidément. Ouais. Dans la science-fiction, en particulier francophone, qui est très peu lue, regorge. On est tous branchés là-dessus. En fait, tous les auteurs de science-fiction francophones sont branchés là-dessus. Damasio est un peu celui qui est le plus connu avec les furtifs, quoi. Mais tous les bouquins d'anticipation francophones qui sortent aujourd'hui, ils invitent à des réflexions qui vont dans ce sens-là, vraiment. Et si je voulais aller au-delà de la science-fiction, si on a le temps, mais on n'a pas le temps, c'est ça. Dehors. Pardon, j'ai monopolisé. Excusez-moi, avant que vous partiez, je voudrais juste vous dire à tous qu'il faut sortir de ce côté, s'il vous plaît. Ne rien laisser derrière vous. Même pour ceux qui ont un billet pour la séance d'après. Et enfin, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre les lives des autres débats si vous n'avez pas votre place. Et vous pourrez aussi avoir des nouvelles sur l'édition de l'année prochaine. Merci.